l'image vieillotte, poussiéreuse du notaire, triste comme une porte de prison, ça ne correspond plus du tout à la réalité. Mon père était chirurgien et il voulait absolument que je fasse médecine. Fabien, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Eh ben, merci de m'inviter. Surtout que vous venez du 9-3. Ouais. Bon, je commence très fort. Oui, direct. Mais vous savez, parce que je vous l'ai dit à l'antenne, que je suis natif du 9-3. Donc évidemment, je le dis vraiment sans arrière-pensée. Voilà. Alors, vous avez sorti un livre qui s'appelle « Chronique drôlatique d'un notaire du 9-3, je le montre » aux éditions Cap Béard. Exactement. Alors là, moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Bon, vous me l'avez expliqué vraiment très longuement à l'antenne, hein, mais notaire, 9-3 et humour. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ce mélange, Fabien? Alors, notaire 9-3, bon, comment c'est possible? Notaire humour. Notaire humour, voilà, c'est juste pas possible. Ça, ouais, il y a un antagonisme. Non, ben, en fait, déjà, ça permet de rectifier quand même une chose, c'est que voilà, l'image vieillotte, poussiéreuse du notaire, austère derrière son bureau, voilà, qui triste comme une porte de prison, ça ne correspond plus du tout à la réalité. Je ne sais pas si ça a déjà correspondu un jour, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, les notaires, voilà, ils sont comme tout le monde. Il y a ils sont plutôt sympas, il y en a plein qui sont décontractés, et on peut faire sérieusement son travail sans se prendre au sérieux, selon la formule consacrée. D'où le livre. D'où le livre. Alors le livre, voilà, c'est effectivement, alors c'est pas uniquement centré sur la profession, c'est aussi c'est un peu un concentré d'histoires qui sont pas forcément autobiographiques d'ailleurs. Hein, c'est romancé, ça peut être des choses que j'ai vues chez des amis, etc. Voilà, donc, des amis notaires. Notaire ou pas, après, parce qu'il y a aussi tout un passage sur des rapports compliqués, de couples compliqués, et voilà, des choses que j'ai vues chez des copains que j'ai volées honteusement et que j'ai mis... Vous êtes comme ça, vous, un notaire qui vole les histoires de vie des autres. Ouais. Je vole rien d'autre, hein, mais je m'inspire. Voilà, c'est bien, c'est bien. Est-ce que c'est toujours en revanche, pourquoi on pensait que c'était poussiéreux, et on pense toujours d'ailleurs que c'est poussiéreux en vrai, parce que c'est souvent de père en fils. Hein. Voilà. Les études sont transmises comme ça par héritage. Bon, en fait, en vérité, je n'ai jamais compris cette loi. C'est le cas? C'est votre cas? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je ne suis pas du tout d'une famille de notaires. L'idée reçue là-dessus, effectivement, c'est qu'il y avait beaucoup de notaires, effectivement, de père en fils, mais ça n'a jamais été la majorité. Hein. Il y en avait beaucoup parce que c'est des charges qui sont chères et qui, effectivement, pour transmettre, il faut avoir quand même un peu... Avant, en tout cas, il fallait un peu de patrimoine, ne serait-ce que pour que la banque vous prête. Il fallait quand même avoir un apport personnel conséquent, ce qui n'est pas toujours facile quand on est jeune. Donc c'était plus facile effectivement de transmettre. Mais comme beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de fils de chefs d'entreprise qui reprennent l'entreprise de la même façon. Il n'y a pas tellement de différence. Et il y a eu une loi en 2015, et qui a commencé à s'appliquer en 2016-2017. C'est la loi Macron, notre cher président, qui a permis effectivement aux notaires de s'installer. En fait, il a créé un nombre supérieur de notaires, et ça a permis à de jeunes notaires, dont moi d'ailleurs, de s'installer sans avoir effectivement ni être fils de notaire, ni avoir une fortune personnelle conséquente. Voilà. Donc j'ai profité de l'aubaine de cette loi pour pouvoir m'installer. Dans le 9-3 ? Dans le 9-3, parce que moi je voulais m'installer en région parisienne, et puis après c'est un tirage au sort. Alors j'aurais peut-être pas spontanément, je ne me serais pas précipité sur le 9-3, mais à tort, parce que c'est un département très attachant, avec des gens, pour le coup, qui ont vraiment besoin d'un notaire, qui sont en demande, qui sont ravis qu'on les conseille, qui sont reconnaissants, et qu'on peut vraiment accompagner. Alors que c'est vrai que dans Paris, où moi j'habite à Vincennes, hein, donc quand j'ai des dossiers, là les gens sont beaucoup plus informés, hein, en général. Je ne dis pas que dans le 9-3 ils ne sont pas informés, mais souvent un petit peu moins, parce qu'il y a beaucoup de gens d'origine étrangère, etc., qui ne connaissent pas forcément toutes les arcanes effectivement d'un dossier, du déroulement. Donc on peut vraiment beaucoup plus les accompagner. Les autres sont un peu plus aguerris, donc ils sont contents de nos conseils, mais voilà, ils ont un petit peu plus... des copains avocats ou notaires, c'est ce que j'allais dire. Des parents qui ont déjà acheté, qui peuvent les conseiller. Donc les demandes diffèrent évidemment selon où on se situe. Et alors moi j'ai appris en faisant votre interview, d'où mon invitation d'aujourd'hui, que la fonction du notaire n'est pas simplement de rédiger un acte de vente ou de gérer un héritage. Ah non, il y a plein de... alors il y a 3 domaines principaux. Hein, c'est effectivement, il y a le droit immobilier. Mais dans le droit immobilier, il n'y a pas que les ventes, hein. Il y a d'autres choses. Il peut y avoir des échanges, des cessions, etc. Il y a le droit, effectivement, de la famille. Ça, c'est le cœur historique du métier.
Mais dans le droit de la famille, il n'y a pas que les successions, il y a aussi quand vous voulez transmettre de votre vivant, les donations, etc. Il y a les contrats de mariage, il y a plein de choses en fait. Vraiment, un notaire, il peut accompagner un couple, par exemple, vraiment du mariage au décès, à toutes les étapes. Quand on se marie, quand on achète, quand on meurt, et puis avant, quand on transmet aussi. Et on intervient aussi en droit de l'entreprise, tout ce qui va être fonds de commerce, les baux commerciaux, etc. Donc là, ça, c'est les 3 domaines principaux. C'est quoi votre conseil le plus avisé qui pourrait concerner la majorité d'entre nous? Il y en a beaucoup là, mais c'est ce qu'on avait évoqué effectivement pendant l'interview. Je dirais, à la base, quand on se marie, faites un contrat. De séparation de biens. Faites un contrat de séparation de biens. Et je milite, ça je tiens à le dire, je milite tout seul dans mon coin. Maintenant, avec beaucoup d'auditeurs, pour changer ce nom. En fait, pourquoi? Parce qu'il y a le mot séparation. Et le mot séparation, avant même d'être marié, même psychologiquement, ça fait peur aux gens. Ils disent, mais attendez... symboliquement, c'est lourd. On n'est pas encore marié, on se sépare déjà. Donc, je ne sais pas, ça pourrait être indépendance des patrimoines, des choses un peu plus douces. Parce que séparation de biens, il y a un côté un peu... Mais quand on leur explique... Et ici, je dirais, et je vais tout de suite dire pourquoi c'est hyper important, l'énorme différence, il y en a plein, mais la principale, c'est que si on ne fait pas de contrat, vous vous mariez sans contrat, donc vous serez marié sous la communauté réduite aux acquets. Et là, tout ce que vous allez gagner, que ce soit vos salaires, vos revenus, si vous avez une entreprise, une société, les loyers que vous percevez si vous êtes propriétaire d'un appartement avant le mariage, tout ça va devenir commun. Même si on est propriétaire d'un appartement avant le mariage. On est propriétaire d'un appartement avant le mariage, on reste propriétaire de l'appartement, il n'y a pas de problème, mais les loyers que vous générez de cet appartement tombent en communauté. Et le prêt que vous allez rembourser, du coup, vous avez acheté votre appartement avant le mariage, le prêt il continue après le mariage, il s'en fiche, lui, vous vous mariez ou pas. Sauf qu'avant le mariage, vous remboursez avec des fonds propres, et après le mariage, avec des fonds communs, puisque vos salaires sont communs. Donc ça veut dire pour garder votre appartement, le jour où vous divorcez, si vous divorcez, ou même en cas de décès, vous allez vous retrouver à devoir reverser la moitié de ce que vous avez remboursé sur le prêt. Oui, information importante quand on sait qu'il y a un couple sur 2 qui divorce, par exemple, en région parisienne. Et pour la modique somme, on est entre 250 et 300 euros. Donc pour un contrat de mariage, c'est pas cher du tout. Ça tombe bien, ça vous protège énormément. Vous me poussez à vous poser cette question. Vous êtes moins cher qu'un avocat, par exemple, si on veut il vaut mieux consulter le notaire ou l'avocat? C'est pas du tout les mêmes domaines. Un avocat, on le consulte. Alors, on peut avoir des domaines communs, mais un avocat, normalement, il est fait pour vous représenter devant un tribunal. Et donc, lui, il a son monopole là-dessus. Un notaire, il ne peut pas vous représenter devant un tribunal. Nous, on n'est pas juge. Ce n'est pas du tout notre rôle. Après, un avocat... Je pensais en conseil. En conseil. Ouais, conseil juridique, par exemple. Parce qu'on ne pense jamais au notaire, en fait. Oui. On pense au notaire que quand il y a héritage ou quand il y a mariage. Par exemple, je vais prendre un domaine où on est par exemple, en concurrence, on va dire, avec les avocats, qui est le droit commercial. Vous voulez, effectivement, vous êtes propriétaire d'un local commercial, vous voulez le donner à bail à un commerçant, et vous allez rédiger un bail commercial. L'avocat peut le faire, le notaire peut le faire. L'avocat fera ça très bien, mais le notaire, il bénéficie d'un pouvoir magique qui est que quand vous avez un bail notarié, vous avez un titre exécutoire. Et ce titre exécutoire, en fait, ça vous permet, si jamais vous avez affaire à un mauvais payeur, de pouvoir directement aller voir un commissaire de justice, parce que les huissiers, on les appelle commissaires de justice maintenant, et vous allez pouvoir... ça fait moins peur. Ça fait moins, ils ont un peu... Il va avoir meilleure réputation aussi. Exactement. Et lui, il peut diligenter les voies d'exécution, c'est-à-dire qu'il peut faire des saisies, etc., sans passer par un juge. Qu'on ne peut pas faire avec un bail rédigé par un avocat. Il sera très bien rédigé, mais il n'est tout simplement pas, il n'est pas officier public, il ne peut pas délivrer un titre exécutoire contrairement au notaire. Donc ça, c'est une bonne astuce aussi pour les propriétaires. On peut tout à fait passer par un notaire, et c'est même recommandé quand on est propriétaire de faire un bail notarié. Et on peut tout à fait d'ailleurs travailler en concertation avec un avocat. Ça n'empêche pas, on peut tout à fait se partager les honoraires, et on a à la fois le bon conseil de l'avocat et du notaire, plus l'avantage du bail notarié. Mais ça coûte plus cher. Voilà. La qualité a un coût. Le prix s'oublie, la qualité reste. Oh là là, jolie formule. Voilà. Le sens du notariat. Est-ce que c'était une vocation chez vous, Fabien? Pas du tout. Non, j'avais pas de vocation spécialement, moi. Non, moi, mon père était chirurgien et il voulait absolument que je fasse médecine. Rien à voir. Rien à voir, et j'étais pas très doué en sciences. Et non, j'ai fait un peu ça par hasard. Et justement, j'avais hésité avec avocat, et puis il se trouve que
c'est ce que j'ai pas passé le concours d'avocat et je suis entré chez les notaires un peu par hasard et puis finalement. Maintenant, vous êtes auteur. Vous avez sorti un livre avec des histoires drôles qui concernent les notaires, les offices notariales. C'est quoi l'histoire la plus drôle de votre livre? Qu'on ait juste une idée de cette chronique un peu rigolote. C'est pas une histoire la plus drôle, je dirais que c'est un running gag. C'est un running gag parce qu'en fait, j'explique dans ce livre qu'un notaire, on croit toujours que ça rentre tout seul, que c'est facile. C'est plus vrai aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, un notaire, c'est un chef d'entreprise comme un autre. C'est-à-dire qu'on est en concurrence, il y en a plus qu'avant. Il y a les marchés parfois qui se tendent, etc. Donc, on est tous... on doit tous générer du chiffre d'affaires. C'est comme ça. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'études en difficulté ces derniers temps avec la crise de l'immobilier, etc. Donc, je mets l'accent sur ce pan qui est complètement méconnu. Et là, vous pouvez parler à beaucoup de notaires, ils seront d'accord avec moi. C'est une réalité commune. C'est une réalité commune. Après, à part effectivement certaines études qui ont... c'est sûr que si on a la ville de Paris... EDF, GDF et l'État comme client, bon, on a moins de soucis à se faire, mais ils ne vont pas les donner ça à un notaire du Bourget, en général. C'est plutôt les grosses études qui sont là depuis plusieurs siècles. Donc, on va dire l'immense majorité de mes confrères, oui, on doit générer du chiffre d'affaires. Et donc, en fait, ici, j'ai un adjoint au maire qui, à chaque fois, promet, et c'est un peu une histoire, comme dans Gaston Lagaffe, vous savez, Monsieur de Messmaker, il y a toujours les contrats qui doivent se signer, puis à chaque fois, il y a quelque chose qui fait capoter. Donc je fais un running gag tout le long où le personnage court sans arrêt, et l'autre lui fait miroiter, et à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que ça se casse la figure, que c'est, etc. Et puis... Et à la fin, je ne dévoile pas la fin. Il faut lire le livre. Quand on lui donne le dossier, c'est peut-être pas si facile que ça. Ouais. Est-ce que vous avez une autre histoire, par exemple, je ne sais pas, autour des héritages? Autour des héritages, j'en ai plein. Alors j'ai juste une petite anecdote en passant qui était rigolote. C'était dans une vente. J'avais un acquéreur, en fait, qui était très inquiet, etc., parce qu'il voyait que côté vendeur, ils étaient un peu nonchalants, ils n'avaient pas vraiment bien fait les choses. Et il y avait l'agent immobilier qui était là, et il dit non, mais pour moi, l'appartement, il n'est pas vidé, il y a un problème, etc. Donc il est venu, donc on était pendant le rendez-vous en train de signer, et puis il y avait l'agent immobilier qui était avec son téléphone portable en train de filmer en live pour rassurer l'acquéreur. Il dit non, vous voyez bien, l'appartement est vide, etc. Et il y avait le compagnon de la venderesse, comme on dit, qui dormait. Il n'y avait plus qu'un lit. Et il y avait le lit et le compagnon dessus. Il ronflait comme un bossu sur son lit de camp. Pas du tout inquiet. On lui disait, mais... Il faut partir, monsieur. Oui, il faut y aller, là. Il faut s'en aller. Et il a pris tout son temps. Et donc, on a vu en live, comme ça, on l'a vu se lever, on l'a vu... C'était un gag. C'était un gag. Il se lavait les dents et il est parti tranquillement, comme si... comme si de rien n'était. Et on était tous ébahis par la nonchalance du type. C'était incroyable. Et donc, voilà. Donc je pense qu'il n'y a que dans le 9-3 qu'on voit ça. Ah oui, carrément. Oui, on remarque pourquoi pas. Hein. Les mal élevés, il y en a partout. Oui, mais c'est même pas mal élevé. Il comprenait même. Il n'était pas. Il savait même pas ce qui se passait en fait. Puis il n'était pas inquiet. Il voyait bien qu'il n'y avait plus un meuble, il n'y avait plus rien. Il avait son lit de camp. Il dormait dessus. Tant pis. Ouais, non, très très cool. À quoi faut faire attention? À quoi faut faire attention pour choisir son notaire aujourd'hui? Alors je dirais déjà, il faut se sentir en confiance. Voilà, tout simplement. Mais pour se sentir en confiance, il faut l'avoir rencontré. Hein. Il faut le rencontrer. Alors, donc, avant de le rencontrer, comment on choisit son notaire? Alors, un notaire, en fait, déjà, il faut savoir qu'on peut travailler partout. Donc, ça veut dire qu'on peut le choisir, soit effectivement en consultant Google, tout bêtement, etc. Mais il n'y a pas de... ou alors par recommandation. Souvent, c'est par recommandation. On va dire, tiens, toi, ou les gens vont dire, tiens, je cherche un notaire, moi je suis passé avec un tel, ça s'est super bien passé. Et donc, ça c'est une bonne partie des clients. Il y a aussi des agences immobilières avec lesquelles on travaille, avec qui on a l'habitude de travailler. Donc, eux, ils vont nous proposer, ils vont nous recommander aux clients en disant, voilà, nous, on se connaît très bien, c'est fluide, parce que je peux vous orienter vers tel ou tel collaborateur qui va traiter votre dossier, je le connais. Et moi, c'est vrai que j'ai des collaboratrices, par exemple, parce que c'est la réactivité qui est hyper importante. Et j'ai des collaboratrices, elles donnent leur numéro sur WhatsApp, etc. Elles répondent à 11h du soir aux clients. Donc ça, c'est extraordinaire, ils sont hyper contents. Donc les gens veulent vraiment de la réactivité. Donc je dirais, ça dépend de ce qu'on attend. Il y a des gens un peu plus âgés, ils ont moins besoin de réactivité peut-être. Mais les gens, sinon, surtout en région parisienne, c'est quand même assez speed.
Et les gens, ils ont besoin de l'info tout de suite. Mais à quels critères faut faire attention? C'était ça ma question de base. C'est difficile à dire, ça, parce qu'en fait, ça va dépendre du type de dossier. Et il faut savoir aussi que maintenant, un notaire, en fait, le notaire complètement généraliste, c'est difficile parce qu'en fait, chaque matière, il y a de plus en plus de difficultés parce que c'est des matières qui sont denses. Et donc même les actes, ce qu'on appelle les actes courants, c'est-à-dire c'est les ventes toutes bêtes, une vente d'appartement en copropriété, même ça devient quasiment une spécialisation parce que ça nécessite beaucoup de connaissances, ça nécessite de la pratique, etc. Donc je dirais en fait, il faut prendre celui qui en fait le plus. C'est-à-dire que moi, si vous venez me voir en me disant je veux signer un bail rural, je dirais venez pas me voir. C'est pas la peine, j'en fais pas. Enfin, je veux bien le faire, mais je ne sais pas faire. Ou de faire un échange de parcelles agricoles. Donc, par exemple... Bien faire. Donc, je dirais il faut prendre celui qui en fait le plus. C'est comme un médecin. Si vous je sais pas, si vous avez un problème ORL, il faut faire, vous avez un problème à l'oreille, il faut faire celui qui fait l'oreille droite, qui a le plus l'habitude d'en faire. Puis vous, l'avantage, même si vous prenez un pseudonyme, c'est que s'ils ont envie de vous connaître en tant que notaire, ils lisent votre livre, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, exactement. au moins ils savent à qui ils ont affaire. C'est ça. Après, si on veut le notaire traditionnel qui ne ferait jamais ça, il y en a plein d'autres. Alors, Lucien Blard, chronique drôlatique d'un notaire du 9-3 aux éditions Cap Béat. Je vous incite à sourire avec ce livre et avec Fabien. Son vrai nom, c'est Fabien. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir.